Imaginez que vous êtes un sportif de haut niveau, que vous vous blessez lors de votre sport et que le diagnostic de vos médecins condamne votre carrière et vos rêves. Et si je vous disais que tout n'est pas perdu, que je peux faire venir un homme du futur qui, en ayant 8 ans d'avance sur la médecine sportive francophone, pourra peut-être faire quelque chose pour vous. Vous êtes bien chez No Limites, je suis Anthony Gonnet-Vandeporte et mon invité du jour est Kevin Ferreira. Il est le coach des coachs qui répare l'impossible. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Ferreira, aka K-Swiss Fitness. Salut Kevin. Salut, ça va? Ça va, écoute, ça va. On est bien. Ça fait un moment qu'on devait se poser sur ce podcast, donc ça fait vraiment plaisir. Exactement, merci de me recevoir. Et bah, c'est avec plaisir. Aujourd'hui, Kevin va nous parler de mobilité, mais pas que ça. Je pense qu'il vous en parlera bien mieux que moi. Donc du coup, bah, c'est l'occasion. Kevin, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton activité? Sur quoi tu travailles? Écoute, c'est vrai que j'ai toujours du mal à donner un titre à ce que je fais exactement, mais pour faire très simple, je suis préparateur physique, personal trainer. Donc j'entraîne des athlètes comme la personne lambda, en privé principalement, donc en setting one-on-one. Et voilà, c'est mon activité depuis 10 ans maintenant. Donc du coup, tu as étudié aussi à New York, il me semble. Exactement. Okay. Je suis parti vivre là-bas un peu en partant à l'aventure. J'ai voulu continuer à la base des études en économie et j'ai décidé de switcher complètement et de me dédier uniquement au sport. Donc j'ai complètement changé de voie. C'est là-bas où tu as eu le déclic, où tu t'es dit je vais faire ça ou... Écoute, j'avais déjà cette idée qui me trottait derrière la tête et j'étais athlète moi-même, mais j'ai jamais voulu passer de l'autre côté, si tu veux, en disant ok, je vais être préparateur, je vais être entraîneur. Et au final, quand j'étais sur le banc de l'école, je me suis dit ok, c'est pas pour moi. Parler d'économie, etc. En tout cas, ça m'inspirait pas. Et je voulais rester dans le milieu du sport. Je savais que j'allais pas pousser ma carrière d'athlète ou éventuellement j'aurais voulu être. Donc je me suis dit ok, autant rester dans le domaine que j'affectionne. Et du coup, j'ai fait cette transition. Et ça t'a pris combien de temps à peu près pour faire tout ça là-bas? Pour faire quoi? Les études là-bas? Pour faire les études, mais en parallèle de ce que je comprends, c'est que tu as fait tes études et ensuite tu as commencé à te mettre à côté en cours du soir peut-être, sur ça? Exactement, j'ai fait une école à côté, j'ai fait une école de thérapie manuelle également. Donc non, j'ai quitté complètement les bancs de l'école de l'université. Et donc du coup, ce qui est bien avec la carrière de coach, en tout cas ce que moi j'appréciais, avant même d'entamer ce cursus, c'est que au final, on fait une formation de base. Et ensuite, on peut faire ces formations continues. Et tu peux t'attarder uniquement sur un domaine en particulier, tu vois, et t'es pas contraint d'apprendre plein de trucs que tu n'aimes pas ou qui vont pas forcément te servir à quoi que ce soit. Voilà, donc c'est sélectif et on a ce pouvoir de sélection qu'on n'a pas forcément dans un parcours académique conventionnel. Donc c'est vraiment ce qui m'a attiré. Et du coup, tu finis à New York et après New York, tu quittes cette ville et tu vas t'installer à Genève. À Genève, ouais, voilà. Donc à la base, je suis de Genève. Je suis parti à New York quand j'avais 19 ans. 19 ans, j'ai fait 20 ans là-bas. Et du coup, après, je suis revenu il y a 4 ans. Donc c'était une opportunité qui s'est présentée à moi. Un ami qui m'a appelé, qui savait que moi j'étais entraîneur à New York, ça se passait bien, etc. Il m'a dit, écoute, à Genève. Donc un ami de Genève qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, j'ai cette opportunité d'ouvrir cette salle de sport. Il faut que je le fasse avec toi. Et moi, j'étais vraiment pas dans l'optique de revenir parce que je vivais ma best life à New York. Et j'étais vraiment pas dans l'idée de revenir en Europe. Et du coup, je me suis dit non. Et petit à petit, au fur et à mesure, j'ai réfléchi. Je me suis dit que c'était peut-être une bonne opportunité de ramener le savoir que j'avais accumulé aux États-Unis, en Amérique, en sachant que en Amérique, dans le monde du sport, ils sont vraiment en avance. Il y a combien d'années à peu près d'avance Franchement, facile 8 ans d'avance. C'est vraiment, c'est violent, c'est flagrant, quoi. Par rapport à la Suisse ou par rapport à la France, francophonie en général? Par rapport à la francophonie, 100%. Ouais. Par rapport à la francophonie, et je dirais, les anglo-saxons sont vraiment en avance. Donc, Canada, États-Unis, Australie, même les Britanniques aussi. Donc voilà, la francophonie, on est vraiment en retard. Mais on est en retard aussi parce que c'est une barrière qui est causée par la langue.
Parce que tout ce qui est recherché, étudié, tout est fait en anglais. Et c'est vrai que dans la francophonie, on parle que français. Donc du coup, ça complique un peu plus les choses, effectivement. Ok. Et donc, quand tu as commencé de lancer cette structure, après, comment tu as monté ta clientèle? Je veux dire, est-ce qu'elle est venue à toi par du bouche à oreille ou est-ce que tu as vraiment fait des choses sorties de, je sais pas, de quelque chose que tu avais vu sur Internet, de te dire, ben voilà, je vais faire de la publicité sur Facebook? Écoute, c'est une bonne question parce que ça s'est fait beaucoup au bouche à oreille au départ. Okay. Et je pense que c'est le meilleur marketing au final. Donc on avait des connaissances, donc des amis sont venus, etc. Donc on a donné les entraînements. Et au final, quand les entraînements sont qualitatifs et que l'enseignement, le service également, c'est une partie qui est très importante dans le monde du coaching. Au-delà de les aspects techniques, on parle également du service. Et je pense qu'on s'est vraiment attardé là-dessus. On a voulu rendre le truc un peu fitness boutique. Et c'était pas simplement un truc de sauvage. Team No Bullshit aussi. Voilà, Team No Bullshit. Donc on a voulu faire le truc bien et ça s'est fait comme ça. Après, on a fait des pubs un peu sur Facebook, mais on n'était pas très calé. Donc c'était vraiment le strict minimum pour amener les gens du quartier. Et franchement, ça a bien marché. On avait des centaines et des centaines de membres. Le premier mois, on était directement à des centaines de membres, donc c'était du jamais vu à Genève, dans une petite ville, ça a explosé. Mais on avait une petite touche à nous, tu vois, donc ça s'est fait. Puis on est sorti, on partageait des photos, on a créé cet esprit de communauté. Et voilà, on était sur tous les terrains un peu. Tu avais une identité qui était assez forte. En gros, de ce qui en ressort, c'est que tu avais une identité qui était quand même assez forte. Exactement, ouais. On s'est attardé pas mal sur le branding, ou du coup sur le branding, pas seulement ce qui est montré sur les réseaux, mais le service qui est offert également, dans le sens où il y a une structure bien précise à cette salle de sport. Et c'est vraiment un truc que moi, je voulais ramener. Okay. Et je pense que ça a bien marché à ce niveau-là. Moralité, du coup, monter une identité forte. Ouais, je pense que c'est important. Ouais. C'est ce qui permet de se différencier de ce qui se fait sur le marché. Ouais. Ouais. Et là, quand tu fais ça, t'as pas de spécialisation. C'est juste le mouvement. Ou c'est quelque chose de particulier quand tu commences d'exercer? Alors, tu parles de la salle de sport en soi. Ouais. Ok, la salle de sport en soi, c'était l'histoire, c'était que mon ancien associé était dans le monde du CrossFit. Donc moi, j'étais pas dans le monde du CrossFit, mais je pensais que je pouvais rajouter une plus-value et amener un peu cette organisation et un peu cette science derrière qui manquait dans le monde du CrossFit selon moi. Et c'est ce que j'ai cherché à faire. Donc ramener tout un écosystème. Un écosystème et remettre le focus sur certaines choses qui étaient essentielles, comme le bien-être articulaire, comme ce que la plupart des gens ont besoin. Ok. Parce que du coup, aujourd'hui, Kevin, il entraîne les personnes à connaître un peu plus. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais à connaître un peu plus leur corps. Pour améliorer, on va dire, leur mouvement, leur mobilité, réduire un maximum. T'as vu, j'ai appris. Hein. Réduire un maximum les difficultés qui peuvent apparaître dans le temps au niveau physique, des douleurs dans le bras, des douleurs chroniques. C'est ça, je me trompe pas. Hein. Oui, on parle de santé articulaire, de manière générale. Donc tout ce qui tourne autour des articulations, et c'est vrai que la plupart des gens souffrent de douleurs, d'ailleurs vous qui nous écoutez sûrement, hein, douleurs au dos, douleurs aux genoux, etc. Et c'est vrai que beaucoup de modalités dans l'industrie du fitness ne font qu'empirer ces douleurs parfois. Donc on voulait ramener un peu, en tout cas c'est ce que j'ai voulu ramener. Bases. Voilà, les bases avant de s'attarder, avant de vouloir courir, faut apprendre à marcher. Et c'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, je vois l'idée. Et après, donc tu fais tout ça, tu montes ta clientèle avec la salle de sport, et comment on arrive à passer de ça à, parce que les personnes vont le découvrir en même temps, à former des mecs qui sont quand même assez lourds dans le sport pour leur faire récupérer leurs genoux, par exemple. Je veux dire, les gens qui nous écoutent ne savent pas, par exemple, ou peut-être le savent, mais ne savent pas que tu entraînes aujourd'hui des personnes qui sont, on peut dire, à un niveau international dans pas mal de sports, je pense. Et effectivement, des athlètes du plus haut niveau de foot, de basket. Je travaille avec des joueurs de basket de NBA. Je pense peut-être être le seul Suisse même à avoir fait ça. Donc je travaille avec des athlètes de haut niveau et des personnes lambda, comme je l'ai dit. Et comment tu fais du coup pour arriver à contacter,
obtenir ce genre de personne qui est quand même assez... Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, ouais. Ben écoute, la transition pour revenir justement à la salle de sport, ce qui s'est passé, c'est que mon associé et moi, on s'est séparés. Donc moi, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. En gros, c'est comme ça que ça s'est fait. Et quand j'ai quitté la salle, parce que la salle, quand t'as une salle physique, ça prend énormément d'énergie, énormément de temps. Parce qu'en plus, on fait tout dedans. T'es pas seulement... le mec à l'accueil qui dit... T'es le mec à l'accueil, t'es le gars qui fait l'admin, t'es le gars qui nettoie, t'es le gars qui donne les classes, t'es le gars qui fait la programmation. Donc, t'as tous ces rôles à faire. Et du coup, t'as pas beaucoup de temps pour toi et pas beaucoup de temps pour le développement. Et quand on s'est séparés, parce qu'au bout d'un moment, businessment parlant, ça allait pas. Ça va plus, où il y a des petites divergences. Exactement, comme tout le monde connaît ça. On s'est séparés, c'est là où moi, ma carrière, personnellement, a pris son envol, ça a décollé, parce que j'ai commencé à travailler avec un athlète, 2 athlètes, 3 athlètes, 4 athlètes, et des gens au niveau international. Et ouais, comment on rentre en contact? Écoute, c'est marrant. Au début, ça se fait avec les athlètes locaux. J'ai envie de te dire, c'est locaux, parce qu'on est de la même ville à la base, mais ce sont des gens qui évoluent en Angleterre, qui évoluent en Allemagne, etc. Donc c'est le plus haut niveau. Mais ça s'est fait parce qu'on avait déjà un premier contact. Pour le premier athlète, comment ça s'est passé? C'est moi qui l'ai contacté. Et je pense que ça, c'est un truc que... Au culot, tu t'es dit... ok, il faut oser, tu vois. T'as raison, carrément. Je pense que c'est un truc que la plupart des gens ne font pas. Ils sont pas satisfaits dans la situation dans laquelle ils sont. Mais au final, ils font pas le nécessaire pour faire en sorte que ça change. Et tu dis quoi, par exemple? Tu dis, écoute, j'ai vu que tu avais un problème au genou. Ouais, j'ai vu qu'il faisait sa rééducation au genou, et qu'il était entouré de médecins, etc., et qu'il faisait des trucs qui, selon moi, n'avaient pas de sens. Ouais. Donc, j'ai dit, en toute humilité, j'ai dit, écoute, moi, je pense que je peux t'aider. J'ai envoyé un message, et il a dit, par curiosité, ah bon? J'ai dit, écoute, viens, je t'offre une session, et à partir de là, tu me diras ce que t'en penses. Et après la première session, c'est là où tu te vends quelque part, tu montres ce que tu es capable de faire, et là l'athlète dit oui ou non, et ça c'était un oui. Ça s'est bien passé. Et on a eu des résultats, et voilà. Puis après j'ai eu des athlètes internationaux, des joueurs de basket, etc. Le bouche à oreille à opérer. Le bouche à oreille. J'ai un athlète aussi, j'ai des contacts, beaucoup de contacts aussi en Amérique. Donc j'ai fait des contacts avec des coachs américains, avec lesquels on s'entend bien. Et du coup les 6 ans d'athlètes qui viennent en Europe et qui ne peuvent pas voyager avec l'athlète, ils peuvent m'appeler. Donc ils m'appellent, ils disent on a besoin du coach européen. Et du coup ils m'appellent qui est suisse, donc je voyage. Donc c'est cool, non, franchement, je vais pas te mentir, je vis le rêve de coach, tu vois. C'est le rêve de tous les coachs, je pense, de faire ça. Donc Et t'as ces genres de personnes qui te contactent, tu vois. Je veux dire, il y a déjà une équipe à côté qui le suit. Comment tu gères? Après, je sais pas si c'est le cas. Peut-être que ça vous est déjà arrivé dans une spécialité. J'imagine que c'est aussi le cas dans la tienne. Pour peut-être en avoir entendu des échos. Comment tu fais pour gérer ce côté où il y a déjà des médecins qui suivent cette personne, qui font leur maximum, et sans aucun jugement là-dessus, t'arrives, tu présentes peut-être des choses sous un nouvel angle, des nouveaux exercices, des nouvelles choses à tenter, essayer, ça marche bien mieux. Enfin, je le sais, parce que après, on discute aussi en privé de temps en temps, et voilà, il y a certains sportifs, t'arrives à faire on pourra pas le dire pour des questions d'humilité, mais je veux dire un travail qui est bien plus poussé, et ils arrivent à récupérer des genoux qui normalement sont complètement défoncés. Comment tu arrives à gérer ce côté où toutes les équipes qui les accompagnent, finalement, il y a un peu un côté jalousie, tu vois? Ouais, écoute, un truc qui était intéressant quand j'ai commencé à travailler avec les athlètes de haut niveau, c'est que j'ai appris ce côté politique que je ne connaissais pas. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais que tu allais simplement travailler avec l'athlète, et puis voilà. Mais au final, non. Parce que l'athlète, les athlètes avec qui je travaille, ils pèsent des millions. Il y a un setup derrière. Voilà, exact. Et ça, au final, ce sont des employés des clubs pour lesquels ils travaillent. Donc, t'as un athlète qui vaut des millions, et l'athlète, au bout d'un moment, il insiste pour travailler avec moi ou un autre, eh bien, il y a toute la politique du club qui est inclue dans tout ça. Donc du coup, j'ai des appels avec les physios, j'ai des appels avec les préparateurs physiques, j'ai des appels avec le staff médical, etc. Ouais, ça demande du temps. Ça demande du temps et de l'énergie, parce qu'au final, des fois, c'est un peu frustrant. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite pause là en travaillant avec les athlètes, parce que ça m'a un peu saoulé, pour être transparent avec toi. Ouais, ça court. Voilà, de devoir m'expliquer sur ce que je fais, pourquoi je le fais, etc. Alors qu'au final, c'est l'athlète qui vient me voir. Ouais, c'est pas le staff. C'est exact, c'est l'athlète qui vient me voir, et s'il vient me voir, c'est parce que je pense que je peux offrir des résultats que le staff a pas pu offrir jusqu'à maintenant.
Et voilà, après, il y a des fois, j'ai eu l'occasion de travailler avec du staff qui était très ouvert à ce que je disais. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, des clubs de haut niveau, hein, des physios, etc., qui m'ont dit, OK, qu'est-ce qu'on fait de faux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce qu'on a vu, au final... C'est bien comme démarche. Ouais, ça c'est bien, ouais, ça c'est une bonne démarche. Donc, du coup, ils voient, ils ont dit, OK, on a vu que tu avais des résultats. Nous, ça fait 2 mois qu'on teste et il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait de faux? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Et là, je trouve qu'il y a un échange intéressant. Qui se construit. Qui se construit, etc. Donc, ça c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que parfois, on a un peu... pas un conflit, mais moi, je laisse un peu passer, je laisse couler. Je dis, OK, les gars, faites ce que vous voulez. Et il y a pas un côté où ils assistent aux séances, ils regardent un peu comment tu fonctionnes. Je veux dire, où t'as vraiment un mec qui est tout le temps là, qui te suit, pour essayer d'en prendre un maximum. Et puis après, t'as servi une fois. Parce que je sais que dans notre métier, qui est le numérique en général, ça arrive que t'as des mecs qui passent des semaines avec toi, que tu formes et tout ça, puis après ils volent de leurs propres ailes, tu vois. Ça se transfère. Enfin, c'est aussi dans ton domaine. Oui, bien sûr, ça arrive dans mon domaine. Et ce qui se passe avec certains athlètes, c'est que ils t'envoient un membre du staff. Ah oui, ok. Ils peuvent t'envoyer un membre du staff pour venir voir si vraiment tu fais le travail et quel genre de travail tu fais, etc. Donc ça m'est arrivé. La première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, mais pourquoi vous voulez m'envoyer quelqu'un pour m'espionner? Voilà, exactement. J'ai vraiment pas apprécié. Et du coup, j'ai appelé je me rappelle, j'ai appelé mon ami et athlète que j'entraînais aussi, Johan Djourou. Et il m'a dit, non, t'inquiète, Kev, ça fait partie du game. Ça fait partie du game et c'est comme ça, ils veulent vérifier, voir si tout se passe bien, si l'athlète fait le travail, etc. Et puis, il m'a fait réaliser un truc, il m'a dit aussi, de toute façon, Kev, ton savoir, ils vont pas pouvoir le prendre comme ça. Voilà, ils vont pas pouvoir le prendre en 1 session ou 2 sessions. Donc, t'inquiète pas pour ça. Et ça m'a fait relativiser un petit peu. Et au final, je partageais tout avec le membre du staff qui était là, tu vois. Donc, ça arrive. La première fois que ça arrive, t'es un peu surpris. Mais après, quand tu comprends que ça fait partie du jeu un peu et qu'au final, tu peux regarder, mais tu vas pas pouvoir copier. Ouais, c'est ça. Ça m'inquiète pas trop. En fait, le truc, c'est que il y a quelque chose qu'on pense pas, c'est que le savoir, il est là, l'exécution, elle est là, mais après, il y a aussi le côté de la personne. Je veux dire, le savoir que t'as emmagasiné au fur et à mesure des années, quelqu'un qui voudrait te copier, il pourrait être copié. Je pense que normalement, il y a pas trop de problème là-dessus. Il pourrait être copié, mais par contre, il pourrait pas prendre ce que Kevin est. Il pourrait pas travailler pendant des heures sur une personne. Il aurait peut-être pas les mêmes façons de travailler, de fonctionner. La personne, en fait, elle aurait pas le même feeling qu'elle peut avoir avec toi. Ouais, effectivement. Et je pense qu'on synthétise aussi l'information différemment. C'est-à-dire que moi, je vois ça un peu comme des équations mathématiques, tu vois. Et chacun va approcher l'équation un peu différemment. Donc après, c'est au feeling, effectivement. C'est du feeling. Ouais, parce qu'un coach peut pas te faire, un spécialiste dans un domaine peut pas te faire confiance pour un genou. C'est quand même grave s'il peut pas te dire, bon bah voilà, je vous laisse mon genou, faites ce que vous pouvez. Ouais, effectivement, c'est un fait. Et comment tu fais pour redonner, avec quelques petites étapes simples expliquées comme ça, comment tu fais pour redonner vie à un genou qui peut paraître bousillé, tu vois? Un mec qui fait du ski, un footballeur ou un basketteur? Bah écoute, il y a pas de protocole tout fait. Okay. C'est un peu ce qui va à l'encontre de ce qui est dit académiquement. C'est qu'on te donne des protocoles, on te dit voilà, tu dois faire ça et tu dois suivre ce protocole pendant 6 semaines et après ça, etc. Alors qu'en fait, j'opère pas de cette façon-là. Et je cherche pas à entraîner l'athlète dans un premier temps. Donc ce que je cherche à faire, c'est d'abord faire rendre un genou humain. Avant de rendre un genou athlète. Comprendre son fonctionnement. Voilà, le fonctionnement de base du genou. Qu'est-ce qu'un genou de base fait? Ok, le genou de base, il n'arrive plus à faire ça parce qu'il est blessé, d'accord? Donc on va lui redonner les bases, les fonctions primaires de l'articulation. Okay, ensuite, on va lui donner les fonctions secondaires. Et petit à petit, progressivement, je mets vraiment l'accent sur le progressivement, rajouter un peu plus d'intensité jusqu'à ce que le genou soit prêt à exécuter ce qu'il doit exécuter dans le contexte de la personne, dans le contexte de l'athlète. Donc c'est très général, mais c'est parce on peut pas être plus spécifique. Enfin, ce que je veux dire, la spécificité va se faire en fonction du contexte. Et il y a des équipements que ça demande en particulier? Non, juste le poids du corps. Alors ça va être le poids du corps. Après, on peut utiliser des charges externes avec le temps, en respectant. Non, quelque chose comme ça.
On peut utiliser des haltères, on peut utiliser des barres, on peut utiliser des câbles, on peut utiliser des élastiques en fonction, toujours en respectant ce principe de progression. Okay. Et c'est aussi simple que ça. Alors au début, on va commencer sans charge et c'est beaucoup de travail à l'interne. Donc il y a une différence entre ce que tu vas faire, le travail à l'interne que tu vas faire, et le travail à l'externe. Donc travail à l'interne, des choses qui se passent à l'intérieur. Et extérieur, travail externe avec des charges externes que tu vas rajouter. Ah, on sent la passion. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est vrai. Parce que en fait, le truc, c'est que ce que Kevin ne dit pas aussi, c'est qu'il fait le grand écart. Tous les grands écarts. Tous les grands écarts. Parce que du coup, ah ouais, c'est marrant ça. Il y a plusieurs types de grands écarts. Moi, j'ai juste en tête celui qui est les deux jambes. Ouais, c'est ce en français, ce qu'on appelle le latéral, le front split en anglais, et grand écart facial. Donc c'est quand t'écartes large. Voilà, Jean-Claude Van Damme. Ok. Voilà, avec les deux camions. Avec les deux camions, voilà, ça c'est le Jean-Claude Van Damme. Ok. Kevin Van Damme. Kevin Van Damme, ok. Bon, alors pour cette partie, ça va. Est-ce que t'as une anecdote, bonne ou mauvaise, qui t'est arrivée? Ça peut être même les deux. Hein. C'est anecdote bonne ou mauvaise concernant quoi? Le sport, dans ta vie en général, soit avec le rapport du sport ou voilà. Une anecdote bonne ou mauvaise avec le sport? Non, moi j'ai une mauvaise anecdote parce que là on se lance des fleurs, etc. Et moi je suis cool, donc je peux dire une anecdote de. En tant que coach, tu fais beaucoup d'erreurs. Enfin dans tous les domaines, j'imagine. D'erreurs ou d'heures? D'erreurs, ok. D'heures aussi, mais d'erreurs. Mais t'apprends de tes erreurs. Je pense que dans tous les domaines, dans ton domaine, c'est la même chose. Hein. Si tu regardes ce que tu faisais il y a 5 ans, t'es là, rien à voir. Exactement. Tu dis comment je pouvais faire des trucs comme ça. Et petite anecdote, une fois, je m'étais emporté, j'étais à fond sur les entraînements. J'étais jeune entraîneur, j'étais à fond sur les entraînements un peu circuit, on donne tout. Et j'avais une cliente qui n'était pas une athlète, donc personne lambda, qui vient me voir et j'ai fait cette erreur justement de projeter ce que moi j'aimais faire sur mes clients. Et ça, c'est l'erreur numéro 1 que je dis à tous les coachs, ne faites pas. Et j'ai fait cette erreur. Et j'ai jamais oublié parce que la cliente montait sur une box, donc sur une boîte, et en mode rapide, tu vois, genre, on va faire booster tout ça. Et quand elle descend, eh bien, elle se tord la cheville. En descendant de la box. En descendant de la box. Et elle s'est tordue la cheville. Et c'est la première fois que une cliente se blesse avec moi. Ok. Ça a été la seule fois ou Non, c'était la seule fois. C'était la seule fois. Non, mais je veux dire la seule dans tous les clients. Ouais, j'ai eu des centaines de clients. J'ai jamais fait d'erreur comme ça, mais cette fois-ci, c'était une erreur qui était fatale. Parce qu'elle s'est tordue la cheville et elle s'est blessée. Donc moi, en tant que jeune entraîneur, je suis là et elle a dû porter des béquilles, etc. Et j'ai jamais oublié. Parce que je m'en suis jamais remis. Ouais, ça marque. Ça marque. Parce que je suis quelqu'un qui est censé apporter plus de bien-être. Au final, j'offre une blessure au final à la fin de la session. Ouais, ça fait mal. Donc j'ai jamais oublié ça et c'est une erreur qui m'a coûté cher. Donc voilà, le petit message derrière tout ça, c'est que au final, il faut pas projeter ce qu'on aime faire sur ses clients. Sur ses clients. Et simplement leur offrir ce dont ils ont envie et ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est la petite anecdote qui m'a marqué. C'est une bonne anecdote quand même. Parce que quand tu rends un service à quelqu'un, il y a ce côté, t'échanges des compétences et tu te sens un peu redevable. Ouais. Que ce soit si tu lui verses quelque chose en monétaire ou en nature par la valeur que tu amènes, il y a quand même ce côté, tu donnes quelque chose à quelqu'un et tu te sens redevable. Donc c'est vrai que quand il arrive quelque chose derrière, tu te sens un peu... Ouais, moi je sais que ça m'est arrivé aussi sur des clients. Ouais. Et j'aurais du mal à me dire, ça n'a pas fonctionné. Après, il faudra trouver d'autres solutions. Et au final, ça s'est passé comment? La dame s'en est remise... Ouais, on travaille toujours ensemble. Donc, elle m'en a pas voulu. Elle m'en a pas voulu. Donc, c'est cool. C'est une très bonne cliente à moi. Et voilà, j'ai appris de cette erreur, mais sans rancune. Ok, c'est bien. Sans rancune. Voilà. Ça, c'est une morale à garder, sans rancune. Sans rancune. Sur la partie maintenant qu'on va aborder, c'est la partie business et développement. Ouais. Aujourd'hui, donc tu as les cours à côté. Ouais. T'as encore cette salle de sport? J'ai plus de salle de sport. Non. Est-ce que t'as d'autres choses, l'immobilier, peut-être quelque chose comme ça? Ouais, j'ai commencé un peu à investir dans l'immobilier. Ok. Donc j'essaie d'agrandir un peu. D'agrandir les vases communicants. Exactement. Donc c'est quelque chose sur lequel j'aimerais plus me pencher. Okay. Maintenant que le coaching, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. En ligne,
principalement. Ouais, voilà, j'allais y venir. Comment, du coup, tu fais quand t'atteins, on va dire, le temps, il est incompressible pour tout le monde. Exact. 24 heures dans une journée, ça tout le monde le sait. Mais vu que le temps est incompressible, en coaching, le problème c'est que tu dois être en one-to-one avec quelqu'un. Exact. Comment tu fais quand tu arrives à ce niveau de business où tu gères des personnes maintenant qui sont un peu plus, on va dire, avancées dans le cadre de leur domaine de spécialité, pour augmenter quand même ton chiffre d'affaires, sans pour autant réduire la qualité des contenus que tu proposes et tout ça. Tu fais comment? Écoute, tu fais du contenu en ligne que tu vends, voilà. Pour la petite histoire, c'est vrai que j'ai atteint un stade où j'ai plus la capacité de prendre plus de clients en face à face, et du coup il fallait transitionner, passer en ligne. J'avais déjà fait un premier business en ligne à l'époque. C'était quoi? Juste par curiosité. Ouais, alors c'était des programmes. Quand j'avais la salle de sport, c'était déjà en 2016. C'est là où j'ai fait mon premier business en ligne. Mais à chaque fois que tu fais un business en ligne, tu vois les limites du potentiel, tu vois ce que tu fais de faux éventuellement. Et ce qui se passait, c'était, j'avais créé un site pour 2000 francs. Ça m'a coûté 2000 francs suisses. C'était un ami qui l'avait fait. Donc, pas très cher. Et je voulais simplement offrir des programmes de mobilité aux membres de ma salle. Parce qu'on a 1000 et quelques membres dans la salle. Et du coup, la plupart des gens n'ont pas les articulations pour faire les exercices qui leur sont demandés. Donc j'ai vu une opportunité, je me suis dit, je vais leur offrir une première session d'évaluation et ensuite je vais leur vendre un programme de mobilité individualisé. Donc ce qui était cool, c'est que ça faisait plus de cash flow, mais j'ai vu la limite du truc aussi parce que au final, je suis payé autant à l'heure, tu vois, c'est-à-dire que je vends mon programme 300 balles, mais ça me prend quand même 1h30, 2 heures pour le faire. Donc, j'ai fait toute la librairie d'exercices en amont, bien entendu. Mais après, quand même, je devais individualiser le programme pour chaque personne. Donc, c'était bien. Ça m'a permis de générer plus d'argent et d'offrir aussi un service en plus aux membres de ma salle de sport. Mais j'ai vu qu'au final, la même chose. J'ai changé mon temps contre de l'argent, mais digitalement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu la première crise, la pandémie. 2008. Ah non, Covid. Exactement, Covid, pas l'immobilier. Non, pas l'immobilier. Ouais, exactement. En 2020, je me suis dit, c'est l'opportunité de lancer un truc en ligne. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé mon premier cours en ligne. Avec des e-books et des choses comme ça? Alors, c'était une formation en ligne que j'ai lancée. J'avais déjà mon site, donc j'ai utilisé le même système, mais cette fois-ci à une échelle plus grande. C'était plus scalable. Et les gens peuvent avoir accès. Disons que toi, ton temps il est incompressible. Donc si t'es plein, ils peuvent pas avoir accès à tes services. Voilà. Donc, du coup, cette fois-ci, je vais faire des classes. Donc 1 heure de classe, mais au lieu de l'offrir à un client, bien là, je l'offre à 300 clients. Mais en une seule fois, et c'est tourné une seule fois. Voilà, c'est une seule fois. À la base, c'était tourné en live. J'ai commencé en live et ensuite j'ai construit un programme. Donc c'était des vidéos préenregistrées et les gens ont payé pour avoir accès à 3 mois de programme. C'est vraiment pas. Et voilà. Et puis là, ça a pris. Et du coup, j'ai commencé à vouloir développer un peu plus l'aspect en ligne. D'ailleurs, c'est comme ça c'est comme ça qu'on est venu à discuter. Voilà, qu'on s'est rencontrés. Et voilà. Et là, depuis, j'essaie de m'attarder un peu plus là-dessus. Il y a eu d'autres formats. Il y a des formats e-book, bien entendu. Il y a eu des formats... des webinaires aussi. Des webinaires, exactement. Et là, je fais une formation pour les coachs. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que quand j'ai lancé mes programmes, 50% de ma clientèle étaient des professionnels du sport et de la santé. Des coachs, des physios, des ostéopathes, etc. qui voulaient en apprendre plus. Donc, je me suis dit, je vais faire un truc pour les coachs parce que je veux toujours servir la population lambda, mais j'ai une passion, moi, pour ce métier. En tant que coach, je suis vraiment passionné et je trouve qu'on fait le plus beau métier du monde. C'est comme ça que... D'aider les gens pour améliorer d'aider les gens à améliorer leur qualité de vie, leur santé et tous les autres aspects qui sont liés à tout ça. La confiance en soi, l'estime de soi, donc tout ça, tous les trucs auxquels on pense pas. Et on a ce pouvoir-là en tant que professionnel du sport et de la santé. Et du coup, je me suis dit, moi, je vis bien de mon métier. Je pense avoir réussi sur tous les aspects. Je travaille sur le point de vue carrière, dans le sens où je travaille avec des athlètes de plus haut niveau. Je travaille avec des personnes je voyage avec eux dans le monde entier. Zanzibar, Afrique. Je vais partout, tu vois. Donc, les clients qui me prennent avec eux, des clients qui sont très aisés, bien entendu.
Et voilà, j'ai envie que d'autres coachs puissent vivre aussi de leur passion, parce que mine de rien, c'est un métier où beaucoup de gens galèrent et souffrent. Et moi, j'ai envie de leur montrer, ok, je vous donne le blueprint, comment ça fonctionne, le plan, pour que vous puissiez vivre de votre passion. Et ça prend combien de temps pour qu'ils puissent développer tout ça? Écoute, moi, la formation, là, j'ai fait une formation qui dure 6 mois. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai essayé de combiner l'aspect théorique et l'aspect pratique. Donc, je vais te donner tous les outils nécessaires pour que tu puisses aider tes clients sur l'aspect préparation physique, sur l'aspect articulaire, etc. Mais aussi le côté pratique. Comment ça fonctionne dans la vraie vie. Le côté business aussi. Le côté marketing, etc. D'ailleurs, tu es un des experts intervenants dans cette formation. Et parce que beaucoup de coachs sont figés uniquement sur l'aspect connaissance technique de leur domaine. Mais au final, le fait de s'ouvrir un peu plus à d'autres domaines, eh bien, ça va enrichir ton domaine de coaching. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est un truc qu'on néglige souvent. Et j'invite tous les coachs justement à s'attarder un peu plus sur le côté finance, le côté business, le côté marketing, le côté vente. C'est lié à la fin. Tout est lié à la fin. C'est ce que je dis aux coachs qui vont regarder tout ça et qui vont écouter éventuellement, ou tout autre professionnel. Je pense qu'on s'enrichit en apprenant d'autres domaines. C'est que au final, on n'est pas qu'un coach, on est un expert en marketing, on est une personne qui veut un vendeur, tu vois, on est un photographe, on est vidéaste, on a toutes ces casquettes à porter. Et c'est un truc qu'on nous apprend pas. C'est-à-dire que la plupart des coachs ne savent pas vendre, ils ne savent pas communiquer. La comptabilité aussi. La comptabilité. Enfin, tu vois, il y a tous ces aspects-là qui, au final, on ne nous a jamais appris. Et si tu n'apprends pas tout ça, eh bien, tu vas pas réussir dans ton business. Et tu vas être un coach qui va galérer chaque fin de mois pour vivre de son métier. Et moi, je sais comment s'en sortir parce que souvent, on suit les exemples où ils payent des formations de gens qui n'ont jamais fait ce qu'ils disent. Un peu comme dans ton domaine, le digital. Ouais, ouais. Ce sont des gens ils se sont enrichis en vendant des formations qu'eux-mêmes n'ont jamais fait ou n'ont jamais vécu. Alors que moi, oui, je me suis développé, j'ai eu les résultats sur l'aspect financier, l'aspect réel, pratique, et j'ai vécu tout ça. Et c'est comme ça que j'ai créé ma richesse sur les différents aspects et pas que, tu vois, en vendant du rêve. En fait, ce qui est bien avec la façon de l'amener que tu as, c'est que les gens demandent souvent des preuves, mais au final, la preuve, elle est là. Enfin, il y a 10 ans d'expérience, il suffit de regarder l'Instagram des champions que tu as entraînés. Enfin, voilà. Si tu me permettrais un résumé, en gros, c'est avancer avec une spécialité, la travailler dans le temps jusqu'à arriver à la masse critique, où vous avez le choix d'échanger votre temps contre de l'argent ou de trouver une autre façon de le faire. C'est le moment où tu as trouvé les business en ligne, de développer cette partie pour pouvoir ensuite vous mettre votre temps uniquement sur la partie qui vous fait vibrer, donc travailler avec des athlètes internationaux, ben voilà, je pense que le choix est vite fait. Et ensuite, avoir la partie qui se développe à côté sur les business en ligne, où là, bah, la scalabilité ou le développement, il est juste incroyable, parce que là, c'est que en français, mais peut-être qu'un jour, ça sera aussi en anglais. Pourquoi pas, j'ai les deux, j'ai la capacité de le faire en deux langues. Là, je me suis attardé à la base, j'avais une clientèle j'avais que des anglo-saxons. Ah ouais. À la base. Et je produisais tout mon contenu en anglais. Mais j'ai vu qu'il y avait un grand gap entre ce qui se faisait en Amérique du Nord, dans le monde anglophone, et ce qui se faisait dans la francophonie. Donc je me suis dit, ok, Kev, il y a un gap à combler. Donc je me suis dit, je vais ramener cette touche-là que j'ai appris ailleurs, et je vais la ramener ici. Okay. Et voilà. Et je pense que, en ce moment, je pense être le plus apte à faire ça. Bah, sur l'Europe, enfin, c'est pas parce qu'on se connaît ou quoi que ce soit, mais sur l'Europe, moi, j'ai pas vu d'autres personnes qui, ou du moins pas connues par moi, je veux dire, ce qui est aussi possible, mais dans ce niveau d'expertise. J'apprécie. Donc, pour cette partie, ok, c'était la partie business. Sur la partie organisation, on va juste aborder les points de comment tu gères tout ça. Je veux dire, au côté avec tout ça, ça amène certainement une nouvelle organisation. Que ce soit dans ta vie perso, parce qu'on le sait, enfin, on a eu l'occasion d'échanger, et ceux qui suivent Kevin le savent aussi, il attend un heureux événement, enfin voilà. Donc il y a ça, il y a le côté travail, il y a le côté, comme tu disais, où tu commences à faire de l'immobilier et du business en ligne aussi. Ça demande de la gestion. Quelles seraient pour toi, du coup, les applications que tu pourrais recommander aux personnes qui nous regardent, que tu utilises peut-être dans la vie de tous les jours, ou peut-être pas, qui te permettent d'améliorer ta gestion du temps, tes réseaux sociaux, ou, je sais pas, de faire évoluer ton business?
Ouais, alors il faut savoir que je suis très mauvais en organisation. C'est intéressant d'en parler, Ouais. c'est intéressant. Et je pense que en fait, c'est un caractère d'entrepreneur aussi. Parce que les entrepreneurs, ils ont des idées. Multitâche. Voilà, mais ils ont tellement d'idées qui fusent constamment. Et moi, je suis comme ça. J'ai plein d'idées constamment. Des fois, je me perds. J'ai pas de fil conducteur. Je pense à un truc, et tout d'un coup, il y a un autre truc qui vient et voilà. Et je me perds dans la conversation. Et ma copine, elle me regarde, elle me dit, OK, focus, tu vois, concentre-toi parce que tu pars dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je devrais m'améliorer. Maintenant, j'ai dû, bien entendu, trouver des techniques, des tactiques pour m'organiser au mieux. Donc la première chose à gérer, c'est son emploi du temps. Donc je continue à faire des coachings en face à face. Donc ce que j'ai fait, c'est que aujourd'hui j'ai moins de flexibilité dans le sens où les gens qui travaillent avec moi sont des gens de toute façon avec qui je travaille depuis des années. Ils ont leur horaire fixe. C'est-à-dire que c'est défini. C'est défini. C'est leur horaire à eux, c'est leur créneau à eux. Et c'est des créneaux qui me conviennent, mais comme ça, je sais, je peux gérer mon emploi du temps. C'est-à-dire que j'ai, le matin en général, c'est la partie coaching en face à face, parce que j'aime ça, et j'aime voir le développement avec mes clients avec qui je travaille. Ça réveille aussi. Ça réveille, d'ailleurs, réveille tous les matins à 4h30, les mecs. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. On l'a pas mentionné, mais dans la morning routine, tous les matins 4h30, ça c'est costaud. Exactement. Donc 4h30, et du coup, l'après-midi est consacré un peu plus à mon développement personnel, apprendre, faire les formations, tu vois. Donc tous ces trucs-là, c'est important pour moi d'avoir une partie pour moi aussi. Donc ça, c'est la côté organisation personnelle. Maintenant, vie privée, ma copine et moi, les deux, on est entrepreneurs, les deux, on est indépendants. C'est indiscret de savoir dans quel milieu elle est. Elle est dans le domaine de la danse, c'est une danseuse professionnelle et c'est une coach également. En danse. En personal training, en fitness. Ok. C'est une coach fitness aussi. Ok. Donc, mais c'est principalement la danse, c'est son truc. Et elle excelle là-dedans. Et du coup, on a les deux nos carrières en train d'entreprendre ce qu'on fait, tu vois. Marrant, ouais. Et on se comprend, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas d'horaire fixe. On n'a pas de, OK, on a fini à 17h, on va ensemble se poser devant la télé et regarder Netflix. Malheureusement, ça arrive une fois le week-end, le samedi soir, etc. Mais on se comprend. Donc, niveau relation, on se comprend, mais on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps à passer ensemble, tu vois. J'ai pas beaucoup de temps non plus où je vois mes amis ou ma famille. Mes amis, je les vois quelques heures, peut-être le samedi. Ma famille, le dimanche soir. Mais sinon, je travaille tout le temps. Ce rendez-vous, par exemple, je crois que c'est 4 semaines même d'avance. Ouais, ça fait un mois. 3-4 semaines qu'on a prévu et planifié ce jour-là. Ouais, donc, ouais. Non, ouais, je travaille constamment, en fait. C'est-à-dire que si je suis pas en face à face avec un client, je suis en train de travailler sur un autre truc, tu vois, ou produire du contenu, tu vois, mais il y a tout le temps du travail à faire. Il y a toujours un truc à faire. C'est impossible de ne rien faire. Ouais. Quand je fais rien, c'est que vraiment, je me suis laissé emporter par Instagram, et que je descends, etc. Et je me dis, oh merde, ça fait déjà 1h30 que je suis dessus, alors que j'avais prévu 20 minutes de pause. Mais voilà, c'est ça. Sinon, en termes d'organisation, j'essaie de déléguer un peu. Donc, j'ai ma coach aussi qui m'assiste dans tout ce qui est mailing, donc tout ce qui est email. On utilise Outlook pour, c'est plus facile à gérer en termes d'organisation que Gmail, par exemple. Moi, j'avais Gmail auparavant et c'était une catastrophe. J'ai quelqu'un qui envoie les emails pour moi. Donc, ça, c'est la première chose que j'invite à déléguer. Principalement moi, parce que j'aime pas lire les emails, je déteste ça. Si c'est pas ton truc, ça vaut pas la peine d'y penser. Voilà, c'est pas mon truc. Après, autre application que j'utilise des applications pour le coaching, pour gérer mes clients. Autrement, des documents Excel, ça va très bien, tu vois. Et j'essaie de collaborer avec les experts, tu vois. J'essaie plus de vouloir tout faire. Ouais. J'atteins un stade. On peut pas tous. On peut pas. Voilà, on peut pas. Donc moi, j'aime collaborer avec toi. Après, je cherche toujours à avoir cet échange d'énergie où on s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde. Mais je délègue quelqu'un pour faire mes vidéos YouTube maintenant. Donc j'ai les moyens pour. Avant, quand j'avais pas les moyens, je devais tout faire. Ouais, mais ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que ça se fait petit à petit. Tu peux pas tout avoir. Voilà, exact. Au début, tu commences face à la caméra, même si ça demande un peu de temps, t'es obligé de commencer à un moment T devant la caméra et le fond d'écran est pas là. Enfin là, on est dans ce studio parce que les évolutions qu'on a eues au fur et à mesure ont fait que on se retrouve ici. Voilà. Mais on doit démarrer à un moment. Au début, il faut tout faire. Au début, il faut tout faire. Et voilà.
Donc en vrai, pour conclure, il faut essayer de déléguer un maximum, selon moi, une fois que les moyens le permettent. Et bien entendu, il y a quelques applications qu'on peut utiliser en fonction de son contexte. Mais déléguer, je pense que c'est la meilleure façon de s'organiser. Comme ça, on peut s'attarder uniquement sur... Là où tu crées de la valeur. Voilà, là où on crée de la valeur. Ok. J'avais une question sur la journée type à côté de toi, en fait. Du coup, c'est parfait pour présenter le réveil à 4 heures. Ouais. Journée type, réveil soit à 4h30, soit à 5h30. Donc, normalement, 4 fois par semaine. Ça dépend du jour, ça dépend de mon premier rendez-vous. Ok. En vrai. Parce que... Petite grasse mat. 5h30, c'est la grasse mat. Voilà, 5h30, c'est la grasse mat. Donc, en général, c'est 4h30. 5h30 sinon un jour dans la semaine. Et le week-end 7h, je dors pas beaucoup. Le dimanche peut-être 9h, où j'arrive à dormir un petit peu plus. On se complète là-dessus, j'ai l'impression. Voilà, donc je dors pas beaucoup. Et sinon, le journée type, je me lève, j'ai 4 clients le matin, 4-5 clients le matin. Si j'arrive à m'entraîner, je m'entraîne. Sinon, je rentre, je mange, je commence à travailler directement sur un truc, ou alors je filme un peu un contenu. Donc c'est jusqu'à ce que en général, quand je me réveille à 4h30, au bout d'un moment, mon cerveau il n'arrive plus à fonctionner. Donc là, à ce moment-là, je fais une petite sieste d'1 heure. Ah, partisan de la sieste. Ah ouais, je suis obligé. Je suis obligé parce que même si je pouvais rester debout, mon cerveau n'arrive plus à réfléchir. Ouais, je connais ça aussi. Ouais, et je peux prendre tous les cafés du monde, mon cerveau il n'arrive pas à suivre. Donc ouais, je fais une petite sieste. Après, le problème, c'est que ça porte préjudice aussi durant mon sommeil le soir. Donc ça, c'est un problème. Donc je suis pas l'exemple pour le côté sommeil. Et voilà, après, repas vers 19h du soir, dîner. Dîner vers 19h, je mange quasiment tout le temps la même chose, le matin, midi, le soir. J'ai ma petite routine aussi de ce que je mange. Et ensuite, je vais me coucher, j'essaie de mettre mon portable en mode avion. Ces temps, j'étais un peu moins discipliné. Donc, je mets mon portable en mode avion au moins 45 minutes, 1 heure avant de dormir. Douche, je mets mes lunettes à 20h qui bloquent la lumière bleue. Reflets. Voilà, exactement. Et après, voilà, je reste un peu avec ma copine ces temps. C'est le moment où on peut discuter un peu. Donc, tu vois, c'est important pour moi. Sinon, auparavant, j'avais une routine un peu différente où le soir, j'allais me coucher très tôt. J'étais super productif. C'est quoi l'heure à peu près? L'heure à laquelle j'allais me coucher? Ouais. J'allais me coucher avant vers 21h. Ouais, parce qu'il me semble des fois qu'il y avait des messages ou des posts que tu faisais sur Insta qui arrivaient vers ces heures-là et après il n'y avait plus rien. Donc. Ouais, non, c'était ça. 21h avant, j'avais une routine qui était extraordinaire dans le sens où 20h, portable mode avion, plus de travail, prends une douche, je lis et je m'endors. Mais le problème, c'est que je vois pas ma copine qui finit les classes, tu vois. Donc, au final, on se voit pas beaucoup et j'apprécie aussi cette relation qu'on a le soir. Tu vois, la petite cuisine. Exactement, on peut parler, etc. Et ça, c'est important. Donc, voilà, c'est un peu ma routine. Ouais, ce qui ressort beaucoup, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est le côté, chez les personnes que j'ai interviewées et la plupart des personnes en général qui ont des réussites grosses ou moins grosses, c'est le côté routine et discipline. Enfin, à chaque fois, toutes les personnes, c'est ça. C'est important. Ouais. C'est important d'avoir une routine parce que une routine c'est quelque chose d'automatique. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de réfléchir. Et moi j'ai envie que certaines choses ou la plupart des choses que je fais ou auxquelles je tiens, j'ai envie de rendre ça tellement automatique que ça soit comme se brosser les dents. Tu ne poses pas la question. Mais tu le fais. Tu le fais. Donc si tu arrives à créer cette routine là, eh bien c'est super important. Et je pense que la routine est beaucoup plus importante que les habitudes. On parle pas de routine de couple ou quoi que ce soit, routine de couple, routine de travail et tout ça. Exact. Ça englobe le tout. Qu'est-ce que le web t'a apporté que tu n'aurais jamais pu avoir ailleurs? Oh, plein de trucs. Moi, j'adore Internet. Je trouve que les réseaux sociaux, on entend beaucoup de mauvaises choses autour des réseaux sociaux, mais pour moi, c'est une chose extraordinaire parce que ça me permet de me connecter à des gens avec qui j'aurais jamais pu me connecter. Ça permet de créer une communauté. Et il y a beaucoup d'amour dans cette communauté. Ouais, tu la fédères. Ouais. Enfin, tu la fédères plutôt que c'est pas du contrôle, tu fédères une communauté pour la voir grandir. Ouais, t'alimentes avec ce que t'as à partager, ta passion, et cet amour, tu le reçois aussi, tu vois. Les gens qui sont passionnés comme toi, qui aiment t'écouter, tu peux aider des gens. Et c'est un truc qui est extraordinaire. Les gens se rendent pas compte, mais
on peut changer la vie des gens avec des posts Instagram ou des idées que tu vas partager, des états d'esprit que tu vas partager. Et ça, je trouve que ça, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est super. Donc je pense que c'est le côté, toujours le côté où tu peux scale tout ce que tu fais au final. Autant dans la vente que dans le message que tu vas partager. Et ça, c'est top. Il y a un entrepreneur qui disait, si Internet n'avait pas existé, de toute façon, on se ferait la même chose mais avec des feuilles de papier. Et en gros, c'est juste qu'avec Internet, on a cassé cette frontière ça prend 3 à 4 jours pour donner une information à quelqu'un, pour qu'il puisse ensuite la transmettre. Et vu qu'on a ce côté instantanéité, c'est ça que je trouve fou, c'est que tu peux créer quelque chose en 2 minutes sur Internet qui peut te ramener beaucoup d'argent comme te faire tout perdre. C'est encore plus vrai avec, forcément en ce moment c'est d'actualité les crypto-monnaies, les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver, l'intelligence artificielle. Donc, c'est un monde qui est complètement fascinant et je pense que ça peut être un tort de ne pas s'y intéresser. Surtout si tu fais du business. Surtout maintenant, t'es obligé. Tu vois, moi-même dans ma formation avec les coachs, je dis, si t'es pas sur les réseaux sociaux, c'est que t'as pas compris. C'est fini l'époque ou du moins si tu y es pas et t'es satisfait de ta situation, c'est un truc. Mais si t'es pas satisfait, t'es pas en train d'utiliser toutes les armes qui sont à ta disposition, tu vois. Et Internet, ouais, c'est extraordinaire pour ça. Et on est qu'au début, comme tu l'as dit. On arrive au moment où c'est la question secrète. C'est sur le podcast. Okay. La plupart des personnes qui le regardent commencent à la connaître. Okay. L'idée, c'est une question qui est créée en fonction pendant l'interview, mais j'avais déjà réfléchi à ça avant, donc j'ai un peu triché, mais parce qu'elle a été spécifiquement conçue pour toi et que ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et derrière ça, tu peux dire ce que tu veux. C'est juste histoire de voir le fil de pensée pour en tirer une réflexion parmi les personnes qui sont là, ou juste pour toi. Ok. Donc, t'as le temps que tu veux pour répondre. Je mets juste en place la question dans ma tête. Alors, la question, c'est la suivante. Ok. Elle a été prévue vraiment pour toi. Ok. Des fois, ça a des trucs qui a rien à voir, mais là, pour le coup, voilà. Demain, ce que je ne souhaite absolument pas, je vais toucher du bois. Comme ça, voilà. Demain, tu perds l'usage d'une de tes jambes. Puis, quelques mois après, de l'autre. Ok. Qu'est-ce que tu ferais pour soit retrouver cet usage, sachant qu'on parle quand même d'une maladie peut-être qui se développe et tout, ou est-ce que tu ferais d'autres trucs pour essayer de retrouver l'usage ou que tu accepterais cette situation? Qu'est-ce que tu ferais? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est juste histoire de voir... Écoute, moi je pense que c'est dur de perdre l'usage de ses jambes. Je pense que je me contenterais pas d'abandonner. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que si on me donne un diagnostic en disant, voilà, tu vas perdre l'usage de tes jambes dans 10 jours, je vais pas simplement me dire, ok, c'est un fait, c'est comme ça. Okay. C'est clair que je pense que je vais continuer constamment. C'est dans mon état d'esprit. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai développé et je me suis attardé un peu plus sur le domaine articulaire. C'est parce que j'ai décidé de pas me condamner. Ouais. Et j'invite tout le monde à ne pas se condamner quand on donne un diagnostic. Donc, ça, je pense que ça ferait partie du processus. Et je pense, avec mon état d'esprit, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer à améliorer tout ce que je peux améliorer. Et ça, c'est mon grand discours. Si t'es blessé quelque part, eh bien, je vais utiliser la métaphore d'un ami à moi qui disait que ton corps, c'est comme une entreprise. Et t'as des centaines d'employés qui sont tes articulations. Okay? Et c'est pas parce qu'un employé est malade que la boîte ferme. Ah, je vais te la récupérer, je pense. Donc, c'est ça, la boîte doit continuer à tourner. Et ton corps, c'est exactement la même chose. Donc, si t'as perdu l'usage de tes 2 jambes, c'est malheureux, mais t'as encore le haut du corps, t'as encore ton cerveau, tu vois. Donc, je pense que ce serait l'état d'esprit qu'il faudrait utiliser. Maintenant, encore une fois, c'est dans le meilleur des mondes. Je pense que c'est très compliqué. Mais on le voit, il y a des gens qui font des trucs extraordinaires. Donc, on peut le faire. Et en tout cas, j'essaierai, dans le meilleur des mondes, d'aborder le tout de cette façon-là. Ok. J'ai posé cette question pas involontairement comme vous l'imaginez, parce que vu que il y a beaucoup de personnes, et c'est pour faire une introduction vers la fin de cette vidéo sur ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées vers Kevin avec un soi-disant diagnostic de
c'est terminé, vous pourrez rien faire sur une articulation. Effectivement. Et en fait, on s'est aperçu que c'est pas parce que le diagnostic était posé que dans les faits, c'était forcément terminé. Et avec du travail, avec de l'entraînement et avec de l'intensité, pour récupérer les termes, on arrive à récupérer tout ça. Donc, voilà pourquoi il faut pas forcément rester sur une finalité qui peut paraître vraiment fatale. Des fois, il y a quand même des solutions. Ok, ça fait une bonne porte de sortie pour savoir où on peut te suivre, te soutenir, savoir ce que tu proposes pour les gens qui sont intéressés par tes programmes ou tes produits. Oui, alors on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, @KSwiss_, donc _fit, comme fitness. On peut me retrouver également sur YouTube, Kevin Ferreira. J'ai également un podcast qui s'appelle le K-Swiss Show. Le K-Swiss Show. Voilà, qui sort tous les jeudis et de temps en temps les lundis. C'est axé un peu plus mindset, donc état d'esprit, développement de l'état d'esprit. Et autrement, j'ai des formations pour les coachs. J'ai un programme de mentorat qui cherche justement à partager tout mon savoir sur tous les aspects dont on a discuté auparavant. Donc ça, c'est un programme qui est fait uniquement pour les professionnels du sport et de la santé. On peut leur mettre un lien. Je sais pas s'il y a la possibilité, mais si jamais... Avec plaisir. Je pourrais vous envoyer le lien. Donc il y aura le lien dans la description. Dans la description. On reprend les phrases de youtubeurs, mais... Exactement. Et du coup, j'ai également des programmes de mobilité, accès à tout le monde, des classes de mobilité, des programmes axés sur la hanche, et j'ai plein d'autres programmes de remise en forme, etc. Fitness de manière générale qui vont sortir, qui vont être axés à tous. Donc voilà, restez connectés. Ok, bon bah c'est le bon mot. Tu as un mot pour la fin ou? Non, mais merci à toi de m'avoir reçu. C'est un plaisir d'échanger toujours avec toi, hein, et j'apprécie ton expertise comme d'habitude. Et voilà, on fait l'annonce ici. Anto fait également partie, est un intervenant du programme mentorat, parce que j'ai voulu ramener les meilleurs dans le domaine. Et, sur le côté marketing. Voilà, sur le côté marketing. Donc c'est la crème de la crème, et c'est comme ça que je te considère. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Ok, merci encore d'être venu. Et puis ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Moi, je propose à tous nos téléspectateurs, entre guillemets, de découvrir tout ça du coup en description. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau broadcast. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.